Bienvenue sur le podcast des 1000 possibles, deuxième épisode aujourd'hui, le premier podcast destiné aux jeunes, fait par des jeunes pour les jeunes, justement pour leur permettre de se lancer. Et aujourd'hui, j'ai un deuxième invité, monsieur Jean-Philippe. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci pour l'invitation en tout cas. Bon, écoute, un grand plaisir, un grand honneur aussi. J'ai eu l'occasion de pouvoir être coaché, de te côtoyer, donc c'était tout à fait logique. Le but sur cet échange, ça va être très simple pour les jeunes effectivement qui nous regardent, même d'autres peut-être moins jeunes, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot. Ça va être de passer sur 3 aspects aujourd'hui. La première, forcément ton parcours, pour que les personnes qui nous regardent puissent s'identifier, forcément, comprendre un petit peu comment tu en es arrivé là, c'est-à-dire arriver là derrière un peu plus le côté entrepreneurial finalement. On aura l'occasion de parler vente, puisque finalement c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis derrière, finir tranquillement un petit peu sur les leçons, ce que tu en as appris et ce qu'on peut transmettre pour qu'il y ait du contenu applicable finalement. Donc, pour commencer comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter et puis comme ça on pourra démarrer. Ouais, bien sûr. Merci encore pour l'invitation et c'est parti pour donner full valeur à toute cette jeunesse. Moi, c'est Jean-Philippe, appelez-moi tout simplement JP, d'accord. Et comme 90% des jeunes aujourd'hui, je me suis lancé dans un premier temps, je suis allé à l'école comme tout le monde, tout simplement, d'accord. Et moi, voilà, je suis issu de parents immigrés, donc originaire d'Afrique. Et c'est vrai que dans cette communauté-là, il y a beaucoup ce côté études. Il faut travailler pour s'en sortir, il faut avoir des diplômes. Il y a aussi cette fierté aussi entre aînés, quand ils font des réunions de famille, où ils sont fiers de dire « moi, mon fils, il a fait ci, moi, mon fils, il a fait ça ». Il y a un peu cet ego africain qui est là à ce niveau-là. Et du coup, c'est une fierté qu'un enfant aille très loin dans les études. Donc, j'étais un peu conditionné, même pas un peu, mais beaucoup conditionné à faire des études pendant très longtemps. Alors, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais j'ai suivi ce parcours-là, tout simplement. D'accord, okay. J'ai suivi ce parcours-là et j'ai eu des études, j'ai des diplômes, etc. On va pas s'étaler non plus longtemps là-dessus, pardon. Donc, voilà, diplôme bac plus 5, un semi-diplôme bac plus 5, un autre, une petite session, une petite pige à l'étranger aussi pour apprendre l'anglais aux États-Unis, à Chicago, bref, voilà, anglais des affaires, bref. Et quand je reviens, j'ai un boulot comme tout le monde, tout simplement. Directement au premier poste où je suis cadre dans les métiers du tertiaire et je me développe comme ça peu à peu et au bout de peut-être 5 ans maximum, je finis par quitter le poste de salariat. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat frappe à ma porte. Et c'est là où il y avait des risques et c'est OK. Parce que j'avais déjà le mindset, j'étais déjà conditionné. C'est-à-dire que j'ai eu un poste à responsabilité assez vite, assez jeune aussi. Je l'ai quitté tout simplement parce que l'entrepreneuriat frappe à ma porte et mon cœur y battait pour l'entrepreneuriat, tout simplement. Voilà, c'est un peu ça mon parcours. Voilà, je suis comme un jeune qui a grandi dans la région parisienne, tout simplement, et qui était conditionné par ses parents à faire des études et qui finalement, j'ai fait le chemin inverse, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Si je devais recommencer, je le referais. Magnifique. Et justement, tu as parlé de plusieurs choses. Tu étais conditionné là-dedans. Déjà, par rapport à ça, comment tu l'as vécu de cette manière-là ? Est-ce que c'était vraiment très important que tu fasses tes études ? Quelles études tu as pu faire ? Comment c'était exactement ? Tu peux répéter, excuse-moi ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu me parlais que tu as été conditionné justement pour faire des études. Ouais. C'était important pour tes parents. Ça, déjà, comment tu l'as vécu de premier abord ? Alors, comme on dit dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire que j'ai vécu comme je pensais le vivre, parce que je devais le vivre, parce que je suis conditionné comme ça. C'est comme si, en fait, tu as vu le film Matrix. Mm-hmm. Tu vois, les gens dans la Matrix, ils sont là. Ils ont une vie à peu près normale. Mm-hmm. Voilà, ils ont une vie, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent travailler, mettre au boulot dodo, etc. Et d'un coup, boum, on les débranche, ils disent « Oh, what the fuck, c'est quoi ?» En fait, c'est ça un peu le truc. C'est que quand tu ne sais pas, et tant qu'on t'a pas débranché de la Matrix, en fait, tu sais pas, en fait. Donc, c'était un peu ça. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été un électrochoc. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est comme ça, on m'avait débranché et que j'ai vu qu'il y avait un autre monde derrière ce monde actuel. Et voilà, quoi. Justement, cet électrochoc, tu as dit que tu as été conditionné de cette manière-là, mais que derrière, à la fois, quand l'entrepreneuriat est venu, tu étais également conditionné et prêt à l'aborder, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment tu as fait un petit peu ce switch de conditionnement
comment ça s'est passé, quels sont les éléments que tu as peut-être laissés. Parce que des fois, comme tu as dit, on a certaines croyances, Ouais. on est conditionné d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi au niveau du salariat? Qu'est-ce que tu as pris avec toi dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il t'a fallu ajouter également? Bien sûr. Alors, il y a eu une transition, on va dire douce, de 2 ans entre mon activité salariale et l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui avaient déjà un peu d'entrepreneuriat, d'ailleurs. Ok. Grosse pensée à eux. Et du coup, avec le temps, il y a eu une certaine éducation qui s'est faite. Et puis, il y a le côté épigénétique qui est très fort. Alors, je ne parle pas d'épigénétique biologique, mais plus de l'épigénétique psychologique. Je vais pas le redire, on sait tous, c'est que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. D'accord, plus on va fréquenter des personnes avec un certain niveau de pensée et un certain statut, plus avec le temps, ça va être contagieux et on va être tiré vers le haut de manière naturelle et énergétique vers ceux avec qui on est accompagné, tout simplement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a mis 2 ans, une petite transition, et au bout d'un moment, j'ai eu un dégoût de mon poste, bien que j'ai gagné au-dessus de la moyenne d'un Français, je gagnais très bien en tant que cadre et responsable. C'est juste qu'avec le temps, on a un dégoût. Parce qu'en fait, je ne dis pas que l'un est bon ou l'un est mauvais. L'entrepreneuriat n'est pas mieux que le salariat n'est pas mieux que l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par là, c'est que si on pense que l'un est mieux que l'autre ou l'autre qui est moins bon que l'autre, dans les deux cas, on a raison. Tout est question de perception. Okay. Mais je dis juste que les deux ne peuvent pas coexister, en fait. Donc, plus je penchais vers l'entrepreneuriat avec le temps, plus j'avais un dégoût du salariat. C'est aussi simple que ça. Et pour le coup, j'ai transité à un moment donné. J'ai transité et voilà, j'ai quitté mon activité, tout simplement. On va peut-être épargner les détails de comment ça s'est passé, c'est pas le plus important. Mais une fois j'ai eu mon pied dans l'entrepreneuriat, j'étais totalement épanoui et surtout, j'avais un revenu beaucoup plus bas que mon activité salariale et j'étais encore plus heureux en fait. Parce qu'après, l'aspect financier, ça c'était la conséquence du reste, c'est le plus. C'est fou de se dire ça. Que derrière, tu étais plus heureux au final avec moins qu'avec plus. Tu te sentais plus libéré derrière. Et c'est important ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, il y a, même pour les jeunes qui nous regardent, il y a beaucoup de contenu qui est fait pour se dire qu'il faut quitter le salariat, il faut quitter le salariat. Mais en soi, d'un autre côté, est-ce que l'entrepreneuriat aussi n'est pas fait pour tout le monde? De même que le salariat n'est pas fait pour tout le monde au final. De ce que je comprends aujourd'hui, c'est très important par rapport à la personne finalement de se connaître pour derrière pouvoir peut-être déjà commencer, tester dans le salariat, c'est quelque chose qui est possible, pour derrière peut-être faire la transition vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, même du coup, par conséquent, en appel de closing, qui ont peur finalement de se lancer. Et au final, il y a quelque chose que beaucoup oublient, c'est qu'ils peuvent déjà commencer à se lancer, surtout aujourd'hui avec ce qui est à côté de leur travail, finalement. Toi, là, quand tu dis transition douce, est-ce que c'est ce que tu as fait? Comment tu as géré justement la transition? Oui, alors, c'est très bien que tu le notes, parce que de toute façon, c'est quelque chose à aller évoquer, et c'est bien qu'on en parle dès maintenant dans cet entretien. C'est le fait qu'il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. Qui dit risque dit opportunité. Ok, je répète, qui dit risque dit opportunité. S'il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité derrière. D'accord? Et s'il y a une opportunité, c'est qu'il y a un risque. Maintenant, c'est important de aussi dissocier le risque et le danger. Le but, c'est pas de se mettre en danger. C'est de prendre des risques. Dans tous les cas, rien n'est garanti dans la vie. Quand on se lance dans quelque chose, il faut accepter qu'il y a des probabilités que ça échoue. Même si on part avec un mindset que ça va réussir, c'est OK. Mais il y a toujours des probabilités sur le fait que ça échoue. D'accord? Même si elles sont basses ou grandes, peu importe. D'accord? Donc, on prend des risques. On dit, waouh, on y va. OK? On va dans la piscine. C'est OK. On prend des risques. Mais par contre, on ne se met jamais en danger. Se mettre en danger, c'est par exemple tout claquer du jour au lendemain sans avoir commencé à construire sa rampe de lancement vers autre chose. Ça, c'est se mettre en danger. D'accord? Un exemple, c'est tu as un père de famille, tu as 3 enfants, tu as un revenu par exemple de 3 000 € par mois qui te permet de subvenir à tes besoins et qui vous permet pas de survivre, mais d'être plutôt bien de manière tranquille en termes de rythme de vie, d'accord? Et de qualité de vie. Et toi, du jour au lendemain, tu dis j'arrête tout, je coupe tout, démission, et je me lance dans l'entrepreneuriat. Non, il y a un plan derrière. D'accord? Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a une préparation, il y a un plan. Donc, il y a eu 2 ans de transition où j'étais entre les deux. Et surtout, c'était une transition où mon mindset il se construisait. C'est-à-dire que je commençais à changer d'identité. On ne peut pas être entrepreneur avec une identité de salarié. C'est pas possible. Et c'est compliqué pour un entrepreneur
d'avoir une identité entrepreneuriale et d'être salarié. Ça va être compliqué pour lui aussi. Dans les deux cas, c'est compliqué. Donc, il y avait une transition qui se faisait petit à petit. Et après, le but, c'est de se dire que est-ce que je suis prêt à 100%, j'y vais? Non, on n'est jamais prêt à 100%, il faut y aller. Quand j'ai senti que j'avais un niveau un sentiment d'affirmation, d'accord, d'assertivité suffisant et de confiance, je me suis lancé. Mais c'était beaucoup conditionné aussi au fait que je ne supportais plus une situation, je voulais absolument la quitter. C'est-à-dire que c'est pas une question financière, j'étais plutôt bien à ce niveau-là. C'était une question d'environnement, de bien-être. Je ne supportais plus à être plié dans de rentrer dans ces codes-là que 97% des personnes sont, tout simplement. Et je voulais à tout prix faire partie des 3%. C'était une obsession. Et à ce moment-là, il y avait une grosse pression interne qui s'est faite au final. Tu as dit quelque chose d'intéressant et du coup, ça va permettre de faire la transition. Qu'est-ce qui a justement nourri cette obsession? D'où elle est partie? Qu'est-ce qui a nourri cette obsession? Ouais, en fait, qu'est-ce qui a nourri cette obsession? C'est que c'est totalement inconscient. C'est-à-dire que j'aspirais, j'étais donc du coup activité salariale et du coup entrepreneur. Ok, très bien, j'avais les deux. Mais après, au bout d'un moment, mon identité entrepreneuriale devenait plus forte que cette partie-là. C'est ça qui a conditionné, qui m'a vraiment créé cette pression interne pour tout quitter et me lancer vraiment dans le grand bain, tout simplement. Mais je ne l'ai pas fait en me mettant en danger. J'avais déjà préparé, j'avais un mindset qui était là, ça se construisait. J'étais prêt, j'étais préparé. Comme j'étais préparé à gagner beaucoup plus ensuite, en termes de revenus. Justement, quand tu dis que tu as construit ton identité, tu as parlé aussi de pression interne, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus derrière sur la partie, d'ailleurs tu en avais parlé dernièrement sur un event où on était. L'identité, aujourd'hui, si tu devais définir un petit peu le processus de cette manière, alors bien sûr derrière on parle de quelque chose qui est en profondeur, hein, mais aujourd'hui, comment tu dirais que tu t'y es pris? Comment ça se construit une identité? Qu'est-ce que ça comporte exactement? Alors, une identité, en fait, elle va se construire avec le temps, par le biais des expériences, par le biais des croyances et des pensées. D'accord? Et le plus important, c'est pas je vais devenir ça quand je vais être ça. Ou plutôt, je vais me corriger, je vais obtenir Y quand je vais être X. Non, c'est pas comme ça. Encore une fois, on en revient sur le processus de l'identité, c'est être, faire, avoir. Aujourd'hui, si on veut obtenir quelque chose, il va falloir faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut être cette personne-là. D'accord? J'aime bien répéter cette analogie-là, c'est qu'une personne A de type A va faire des choses A pour obtenir A. Ça, c'est mathématique, c'est simple, c'est logique et rationnel. Cependant, A, aujourd'hui, il veut B. Mais pour avoir B, il faut faire B. Et pour faire B, il faut être B. Donc, en fait, ici, il y a un neuroshift au niveau du mindset qui doit se faire. D'accord? Et ce neuroshift-là, il va se faire par le biais, comme j'ai dit tout à l'heure, du temps, de l'expérience, du vécu. Et aussi, il y aura une certaine itération en termes de, je sais pas moi, en termes de tâches et de routines qui vont se faire de manière naturelle. Alors, je n'ai pas d'exemple précis comme ça, mais comme j'ai dit tout à l'heure aussi, encore une fois, quand tu côtoies des personnes au quotidien, de manière inconsciente, ton identité, il se forge. D'accord? Et tu t'en rends même pas compte au final. Quand tu te rends compte, je dis pas que c'est trop tard, tant mieux, mais quand tu te rends compte, c'est waouh. Ah ouais, tu vois. Et généralement, ça se traduit par une prise d'action, quoi. Encore une fois, que le passage à l'action est derrière de toute façon. C'est quand tu itères, c'est quand tu apprends. Toujours. Parce que tu peux pas faire avancer juste avec de la théorie et faire que la pratique. Tu peux pas aussi également faire que de la pratique et sans avoir un minimum de théorie derrière, même si ça sera à apprendre. Je fais partie des personnes, moi, qui prônent la pratique au maximum, mais surtout qui prônent l'approche, comment dire, l'approche empirique. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pars du principe que la théorie ne se valide que par la pratique. C'est-à-dire que c'est la pratique qui va venir valider la théorie derrière, systématiquement. Donc la théorie, c'est une chose, mais il faut la pratique. Et je préfère même la pratique. Parce que via la pratique, on peut créer des nouvelles théories aussi. Clairement. Derrière, et puis ça te permet d'ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et puis il n'y a pas un seul chemin pour aller à Rome, au final. Totalement. Derrière. Et donc, du coup, par conséquent, aujourd'hui, dans la pratique, du coup, tu te retrouves à entreprendre, cette fois-ci avec des nouvelles activités. Nous, aujourd'hui, moi, en tout cas, je t'ai connu dans le closing, dans le coaching, management. Est-ce que tu es tombé directement dans la vente ou tu as fait d'autres activités avant? J'ai fait d'autres activités qui étaient liées à la vente, d'accord. J'aurai l'occasion de rentrer en détail
une prochaine fois à ce niveau-là parce qu'on peut te laisser jusqu'à demain. Mhm. Mais oui, j'ai fait des activités qui sont liées à la vente. C'était pas une activité de sales ou de commercial pur, mais il y avait de la vente. Il y avait aussi du marketing, d'accord, marketing, vente. Et il y avait aussi beaucoup de relations humaines à ce niveau-là. Donc, j'ai exercé dans ces activités-là qui m'ont permis de développer des compétences en termes de leadership, d'accord. Donc, d'autres compétences aussi transverses, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont liées à la psychologie, à la relations humaines. Et donc voilà. Donc non, j'ai d'abord eu un background à ce niveau-là qui m'a permis ensuite de me spécialiser dans un domaine donné. Mhm. C'est-à-dire que marketing, je connais. J'ai déjà lancé des campagnes marketing, etc. Donc voilà. Et puis la vente aussi, j'avais une petite initiation là-dessus. Je me débrouillais, je n'étais pas un pro, un expert, mais j'ai débrouillé pas mal. En fait, c'est le digital aujourd'hui qui est venu, qui a tout changé les choses, tout simplement. Et justement, au départ, donc là, Ouais. tu as parlé de relations humaines, tu as parlé de la vente, tu as parlé de marketing, plusieurs compétences au final qui d'ailleurs, au final, sont pratiquement similaires. Toi, aujourd'hui, c'était quoi ton rapport à la base, entre guillemets, aux relations humaines, mais surtout à la vente? Typiquement, la dernière fois, on était encore une fois sur un événement. Pour beaucoup de personnes, la vente, c'était manipulation, finalement. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'était à la base ton rapport à la vente? Mon rapport à la vente à l'époque, très bonne question, hein. Mon rapport à la vente à l'époque, il n'était pas basé sur des croyances comme quoi c'était pas éthique ou c'était de l'arnaque ou on devait forcer les gens. Non, non, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais juste comme une simple transaction purement matérielle de quelque chose et sur lequel le commercial, donc le commercial, c'est peu importe la personne qui vend, hein, qui fait l'acte de vente, devait trouver des arguments pour convaincre. Voilà. Voilà, c'était plus ce côté-là. Et du coup, c'était plus le commercial qui devait convaincre, qui devait courir derrière le prospect pour le convaincre de prendre une solution. Or que c'est tout autre en final, clairement. Quand tu dis que c'est tout autre aujourd'hui, du coup, quand tu fais la comparaison avec ta vision de la vente à ce moment-là et aujourd'hui, toi aujourd'hui, voilà, maintenant au début, quand tu étais dans le closing à ce moment-là, etc., justement, quelle est ta vision de la vente à l'heure actuelle? J'ignorais totalement qu'il y avait une psychologie humaine qui était derrière. Il y avait cette science-là. La psychologie de la vente, c'est une déclinaison de la psychologie humaine. Mm. Et j'ignorais qu'il y avait cette sphère-là, qui est d'ailleurs la sphère la plus importante parce qu'elle représente 80% de la vente en elle-même, si ce n'est pas plus. Donc, j'ignorais totalement toute cette science qu'il y avait. L'humain, comment être profond avec lui, comment se connecter avec lui, comment connaître ses besoins, comment rentrer dans son prisme, bien comprendre sa situation de manière éthique et bienveillante. C'est quelque chose que j'ignorais, tout ça. Ouais. Justement, aujourd'hui, quand on voit psychologie humaine, je pense qu'on en discutait la dernière fois sur l'événement sur lequel on était. Encore une fois, quand tu regardes, tu es avec un expert finalement en prise de parole, tu es un expert sur le marketing, plus storytelling, un expert du coup en marketing. Du coup, toi aussi, comme expert de la vente, au final, tu regardes que c'est le même processus à chaque fois. Quand tu prends le marketing, quand tu prends la vente, finalement, ça part de ton avatar, ça part de la psychologie de ton avatar, de l'humain avec qui tu vas communiquer, que tu vas attirer également. Et au final, tout est lié là-dessus derrière. Tout simplement parce que l'humain est au centre des préoccupations, tout simplement. Et c'est au quotidien. Au final. Au quotidien, tout le temps. Derrière. Tout le temps. Et justement, du coup, par rapport à ça, ça a été quoi un petit peu ton approche? Comment a évolué ton approche derrière du coup de la vente, basée là-dessus? Comment tu as fait ce processus? C'est-à-dire aujourd'hui, ce processus pour monter justement en compétences, derrière pour affiner finalement affiner tes compétences. Oui, bien sûr. Alors, j'ai beaucoup. Alors, pendant cette expérience-là, donc du coup, je me suis rendu compte que la vente était avant tout une aventure humaine avec une personne. Même si elle dure que 30, 40 minutes, voire une heure, c'est une petite aventure. D'accord. Bien qu'elle soit éphémère. Et j'ai pris goût à la vente. Parce qu'il y a eu aussi des ventes, donc ça fait plaisir de se dire qu'on peut aider une personne, qu'on a satisfait un besoin. Et derrière, je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu l'opportunité de me spécialiser dans le domaine de la vente pour grandir davantage. Je me suis dit pourquoi pas, parce que ce que j'aime bien dans la vente, c'est qu'on parle beaucoup de mindset. Parce que mindset, c'est 80% de la vente. Encore une fois, la psychologie de la vente, c'est le mindset et tout ça. Et je me suis dit, waouh, si je me rentre dans la vente, je vais être un meilleur humain. C'est-à-dire que quand on devient commercial ou closer avec toute cette psychologie de la vente qu'on va être avec laquelle on sera familier ou qu'on va maîtriser, eh ben, on va devenir un meilleur humain parce que c'est la psychologie humaine. On apprend des méthodes, on apprend une façon, on apprend une science du comportement de l'être humain à ce niveau-là. D'accord ? Ça peut parler de, je sais pas, on peut évoquer les PNL, on peut évoquer les neurosciences, on peut évoquer la psychomorphologie, bref, plein d'outils qui sont
qui sont liés au développement personnel, quoi. Mm. Et je me suis dit, ouais, je vais être un meilleur humain. Mais ensuite, ce qui va être intéressant dans la vente, c'est que au départ, c'est le closer qui fait l'homme, mais après, c'est vite l'homme qui fait le closer. Mm. Donc, il y a un processus itératif comme ça qui se fait. Et qui fait qu'aujourd'hui, quand tu closes quelqu'un, bah, tu es censé avoir un closing qui est totalement unique. Parce que c'est un closing qui vient de toi et on est tous des personnes uniques, tout simplement. Est-ce que justement ce process d'itération-là, tu peux nous en dire un peu plus justement, passer de le closer du coup qui fait l'humain à l'humain qui fait le closer au final? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, au départ, quand tu lances un closing, on va t'apprendre de la psychologie de la vente. Mm. Donc, tu vas connaître, du coup, tu vas apprendre aussi l'humain, Mm. forcément, comment il fonctionne. D'accord? Et ça va te permettre de mieux comprendre l'humain pour qu'aujourd'hui, tu puisses adopter un nouveau mindset pour toi-même et tu construis une identité. Mm. Ok. Ensuite, par ton identité, toi, ensuite, tu vas commencer potentiellement à développer des branches ou ouvrir des tiroirs auxquels on t'a présenté. Parce que généralement, dans un programme de vente, généralement, hein, c'est la vérité, il y a juste qu'on s'appelle qu'on s'appelle des introductions. Mm. Toi, tu vas approfondir les choses. En fait, on t'aide à aller chercher à ouvrir le bon tiroir pour approfondir tes connaissances. D'accord? Et ça, d'ailleurs, c'est un excellent conseil, hein. Généralement, allez toujours approfondir les choses si vous voulez vous démarquer. Et quand tu vas approfondir les choses, tu vas avoir d'autres connaissances qui vont venir forger cette nouvelle identité-là. Et forcément, quand tu vas sur le terrain, bah, tu fais autre chose. Et il y a une association, ou plutôt une synergie, une fusion entre la personne et tout ce que tu as appris en termes de psychologie de la vente qui va faire que tu auras un closing qui sera totalement unique, transparent, éthique et bienveillant. C'est important ce que tu dis ça, parce que du coup aujourd'hui nous on a eu l'occasion de se connaître, en tout cas j'ai eu l'occasion de te connaître à travers un accompagnement au final, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour les personnes qui nous regardent, on voit souvent beaucoup d'accompagnements qui viennent avec le digital encore, et ce qui va faire la différence, donc on a beaucoup accès à l'information, il y a presque une obésité au final au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait rien, maintenant il y a tout, et pour autant il n'y a pas forcément plus de personnes qui ont des résultats derrière. Et ce qui va faire la différence, c'est la manière dont tu consommes et tu ancres surtout le contenu. Je pense que la dernière fois, tu me parlais aujourd'hui d'apprentissage, d'ancrer, de ta manière également d'approfondir l'accompagnement, d'approfondir ce que tu as, les portes qu'on t'ouvre. Est-ce que tu peux nous la partager ici pour les personnes qui nous regardent? Alors, intéressant. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une obésité, on appelle ça l'infobésité. Donc, il y a l'obésité de l'information. Et du coup, les personnes, les acteurs de toutes ces informations, bah, elles jouent avec. Elles jouent avec notre cerveau. Et notamment, on est tous victimes de dopamine au maximum. La dopamine, c'est bien pour de la concentration, etc. Mais il y en a tellement trop qu'à outrance, ça devient contre-productif pour nous. C'est-à-dire on aura tu vois, quand tu es addictif à de la drogue, alors je sais pas si. Mais Non. Mais généralement, quand on est addictif au sucre, etc., Ouais. on en veut toujours, et ben c'est la même chose. Donc, à force d'en vouloir tout le temps, ben, on va en avoir tout le temps, mais au final, on va pas retenir les choses. D'accord? On va même pas retenir 10% de ce qu'on a vu. Et c'est important d'en avoir conscience, avoir ce recul, avoir aussi cette conscience émotionnelle pour se dire non, je vais faire attention à ce que je consomme et surtout, je vais établir un programme précis en fonction de la construction que je vais faire de mon identité en termes de mindset et en tant qu'entrepreneur ou en tant que closer, peu importe. Moi, selon les neurosciences, il y a un truc que je retiens, c'est très important, c'est que pour faciliter cette neuroplasticité des choses, c'est en fait la première fois qu'on voit du contenu, idéalement, c'est juste pour découvrir. Donc c'est la première écoute, on va découvrir. D'accord? La deuxième, ça sera une manière de l'implémenter dans la tête. D'accord? Connaître la mécanique de ce qu'on a vu. Et le troisième, c'est pour créer un renforcement, un ancrage. Donc je ne dis pas qu'il faut 3 révisions ou 3 reviews d'un document ou d'une information, mais c'est minimum 3 en fait. Et c'est à partir de 3 que les neurosciences disent qu'à partir de 3, on commence à ancrer les choses. Et on commence à créer ce qu'on appelle des connexions neuronales. Donc, c'est toute cette synaptogénèse à ce niveau-là. Et on crée une route neuronale tout simplement pour que ça soit nous. C'est-à-dire que c'est pour que les connaissances, en fait, ils rentrent dans notre subconscient, que ça soit nous et que les choses se fassent de manière automatique. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences. Magnifique. Et quand tu dis justement, alors il y a la partie visionnage, qui est du coup la partie théorique, il y a la partie forcément pratique,
Et du coup, il y a la partie ancrage aussi, à un moment donné. C'est-à-dire que déjà, c'est comprendre, étudier, pratiquer et du coup ancrer au final. Heu, Comment tu gères justement déjà le nombre de visionnages plus la partie pratique et à quel moment un petit peu t'installes le côté l'ancrage en fait? Alors, l'ancrage, ça peut se baser uniquement sur la théorie. Ça, c'est OK. Si on veut comme. En fait, c'est lorsqu'on va entamer ce qu'on appelle la pratique, donc toute cette approche empirique, qu'on va créer ce qu'on appelle la quatrième phase, qui est la phase de consolidation. Donc, ça, c'est encore plus puissant. Parce qu'on peut ancrer quelque chose, mais si on ne fait pas le travail de consolidation derrière, bah, ça peut vite disparaître par d'autres informations qui vont arriver, par d'autres apprentissages. Donc, la consolidation, ça va passer par cette pratique-là. Exactement, tu as bien fait de le souligner, en Mmh. effet. OK. Et donc justement par rapport à ça, c'est important ce que tu partages, c'est de conscientiser, de mettre encore plus de conscience. Parce qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, avec tous les accompagnements, pour beaucoup de personnes, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, on a cette conscience de un peu, qu'est-ce qui me garantit des résultats? Qu'est-ce qui va me qu'est-ce qui me ferait dire que je suis sûr d'avoir des résultats? Alors qu'en réalité, pour beaucoup de personnes maintenant, c'est presque, pensent que l'accompagnement, est là pour faire tout à leur place. Alors qu'en soi, c'est simplement un véhicule. C'est-à-dire que derrière, c'est à nous d'ouvrir les portes qui nous sont données et d'aller encore plus loin sur ces sujets-là, pour derrière, au final, maîtriser. Et justement, pour rebondir là-dessus, derrière, par rapport à ça, tu passé combien de temps un petit peu sur le closing, vraiment la vente pure, prendre des appels, et cetera? En termes de temps, globalement, alors j'y passe encore du temps, hein, Mmh. pas énormément. C'est important, je pense, que quand tu es coach en vente ou expert en vente ou quand tu manages des équipes de vente ou quand tu es consultant pour des équipes de vente, c'est important, je pense, d'avoir ce petit côté terrain de temps en temps. Donc, ça peut arriver que dans le mois, j'ai peut-être 3 à 4 appels pour vraiment prendre la température parce que surtout, le comportement du prospect, il est en perplexe mutation. Et Mmh. ça, faut faire attention à ça. Il faut, voilà, faut bien identifier les patterns à chaque Mmh. fois pour se mettre à jour. Sinon, en termes de closer pur 100%, j'ai passé, très bonne question, je dirais 2 à 3 ans. OK. Ouais, 2 à 3 ans à prendre des appels de vente. Ouais. OK. D'accord et du coup, sur ces 2 à 3 années justement sur l'appel de vente, pour les personnes qui éventuellement s'intéresseraient au closing, ce serait quoi un petit peu tes retours, tes feedbacks terrain, ce que tu as appris que justement qui pourrait être directement applicable par une personne qui nous regarde aujourd'hui? Ah, bah, la première chose, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qui tu veux être dans cet appel. C'est-à-dire que quand tu prends un appel, il y a 2 phases qui sont très importantes. Qui seront flexibles et modulables en fonction de ton besoin et surtout de ta personnalité. C'est numéro un, il y a une préparation qui est stratégique. D'accord. Donc, la personne que tu vas avoir bientôt, qui est cette personne-là, te renseigner un minimum, etc. etc. D'accord. Et trouver comment tu vas te connecter à cette personne-là, si possible. Et numéro 2, c'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est même la plus importante. Elle peut même, euh, elle peut même faire oublier la préparation stratégique. C'est la préparation émotionnelle. D'accord. Ah, quand tu arrives, quand tu show up dans un appel, comment tu show up, qui tu veux être, quelle est ton attention. Comme on dit en arabe, quelle est ta niya, quelle est ton attention. C'est quoi ton attention quand tu rentres dans un appel. Qu'est-ce que tu veux. D'accord. Qui tu veux être aussi. Donc, quelle est ta structure identitaire que tu vas adopter. D'accord. En fonction de ton attention. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir une certaine posture dans l'appel. D'accord. Et installer ton cadre d'influence. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, quand tu rentres dans un appel, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu veux en fait de cet appel-là. Est-ce que tu veux tout simplement avoir un appel pour closer et te dire je vais prendre ma commission. Ou est-ce que tu veux prendre un appel pour dire à cette personne-là comment je vais pouvoir la comprendre et pouvoir l'aider pour qu'elle puisse aller vers sa transformation ou bien pour qu'elle puisse avoir sa solution pour régler son problème et ensuite pouvoir toucher une commission. C'est pas la même chose. Mmh. Parce que l'intention en amont va avoir des répercussions sur tout le reste de la suite. Et justement, cette intention-là dont on avait pu, parler un petit peu, comment tu la travailles derrière par rapport à ça? Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque appel, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un neuro reset. Mmh. C'est il faut se renouveler à chaque fois. Par exemple, juste simple, tu as eu un appel précédent qui t'a impacté émotionnellement. On est des êtres humains, on est des émotions, même s'il faut avoir cette familiarité avec l'intelligence émotionnelle, on peut challenger. On peut avoir des prospects qui sont relous, quoi, sont clairs, hein, Mmh. qui ont saoulé, limite, envie de les baffer, quoi. Tu vois, pour X raisons, peut-être qu'ils sont agressifs, etc. Donc, émotionnellement, tu es impacté. La personne d'après,
c'est pas de sa faute, quoi. Le prochain appel que tu vas avoir, tu es bien d'accord que si ton émotion est impactée, ça va impacter tout le reste et ton prochain appel. Donc, il est important de se renouveler ici, de shifter cette émotion-là en amont. Parce que tu risques d'avoir un appel auquel ce prospect-là ne méritait pas. Mhm. Il méritait mieux, d'accord? C'est un nouveau prospect, il mérite d'avoir qu'on le respecte, il mérite d'avoir une vraie attention et il mérite qu'on puisse le servir du mieux qu'on peut. Mais comment tu peux servir du mieux qu'on peut une personne si toi-même tu es challengé? Donc c'est important à chaque fois de se renouveler et d'essayer de tenter de faire table rase du passé. Alors on ne peut pas mettre une émotion à la porte, hein, c'est pas possible, l'émotion elle est là, elle nous suit, d'accord? Mais c'est important d'avoir cette conscience émotionnelle-là, de se dire, j'ai cette émotion qui est challengeante pour moi, le prochain qui va arriver, il n'a pas à subir ça. Est-ce que du coup, tu aurais quelques, entre guillemets, tips applicables, concrets, pour justement faire ce shift-là? Alors oui, j'en ai un, il y en a plusieurs, hein. Ouais. Je peux t'en citer plein. Certaines personnes, moi j'ai appris dans les débuts qu'il fallait faire la posture du super-héros, etc. On va pas la faire ici, mais ça te parle aussi de super-héros? Ça ne me parle pas du tout, mais... C'est alors je crois que c'est Amy Cunning, c'est quelque chose comme ça, je dis pas de bêtises, à vérifier. C'est elle qui expliquait en fait une psychologue de tout ce qui est scientifique et tout ça, de tout ce qui est neurosciences, je sais pas quoi. Elle avait expliqué en gros si tu mets tes mains sur les hanches et que tu bombais le torse, que tu souriais, etc. En gros, tu avais cette faculté à pouvoir shifter une émotion. Pourquoi? Parce que on en revient ici au lien comportivo-comportemental. Je vais y arriver. Cognitivo-comportemental. C'est le lien, l'alignement corps-esprit. Le corps peut impacter l'esprit comme l'esprit peut impacter le corps, en fait. D'accord? Exemple. Tu as la flemme de fou. Tu es fatigué. Oui, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu sors du boulot. Mais tu as ton sport. Comment tu fais pour y aller? En fait, de manière inconsciente, tu vas en fait influencer ton physique. C'est-à-dire que tu peux être motivé et être fatigué totalement. Donc, tu vas influencer ton corps pour te mettre en condition et y aller. Et tu verras que tu seras mieux physiquement, en fait. D'accord? Et c'est la même chose pour lorsque, par exemple, tu as le physique, tu es en bonne forme, mais par exemple, mentalement, tu as vraiment la flemme de faire quelque chose. Tu peux influencer ton cerveau pour être dans une bonne condition et faire quelque chose. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a un peu de la chimie qui se passe dans notre corps, tout simplement. Donc voilà. c'est finalement, de ce que je comprends, c'est de par l'action derrière, tu peux influencer de par tes actions, de par tes pensées. Exactement. C'est-à-dire, regarde, tu as une certaine représentation mentale des choses qui va te générer un certain état interne et aussi une voix interne. C'est OK. Et derrière, en fait, ça va générer, in fine, un comportement. Tu vois, ta représentation mentale des choses, ton état interne va influencer ton comportement. Mais l'inverse, c'est tout autre. Ton comportement peut influencer ton état interne et du coup influencer ta représentation mentale. Les deux sont liés, c'est ce qu'on appelle le lien cognitivo-comportemental. Ok, d'accord. Donc... Mais vas-y, pardon. Si on revient à ce qu'on se disait, il y a cette chose-là, sinon, mais il y a aussi un truc qui est très puissant que je fais maintenant. Je ne pourrais pas l'expliquer en interview. C'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose de très puissant, que ce soit en termes de physiologique comme biologique, sur pas mal de choses. Donc, oui. Il y a la possibilité de faire la cohérence cardiaque. Vous pouvez taper des vidéos, comment faire la cohérence cardiaque en l'espace de 5 minutes. 5 minutes chrono pour se mettre dans un état de cohérence psychophysiologique très puissant pour la suite. Voilà. Okay. Ça permet par exemple d'augmenter les compétences, les capacités cognitives. Ça permet aussi de mieux réguler son intelligence émotionnelle. Bref, il y a plein de bienfaits là-dessus. Ok, du coup, c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu peux faire et que tu conseilles aux personnes qui nous regardent entre chaque appel derrière pour shifter. Bien sûr. Ok. Et donc là, du coup, au bout de 3 ans, donc tu es sur du closing comme tu me l'as partagé. Du coup, il me semble que derrière, tu passes en tant que management, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, j'étais coach en vente déjà, très rapidement. Au bout de même pas un an de closing, très rapidement, j'étais coach dans une école de closing. D'accord. Et puis, je suis passé rapidement superviseur, sales manager, head of sales aussi. Et aujourd'hui, c'est plutôt les activités que j'ai. Donc, head of sales et tout ça. Donc, ouais, j'ai vite basculé dans le management ensuite. Ouais. Ok, d'accord. Tu avais déjà des prédispositions sur ces métiers-là?
Bah ouais, bien sûr. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais des activités qui sont liées au leadership. Donc Ouais. oui, oui, forcément, c'est lié. Donc ouais, Ok, totalement. d'accord, très bien. Et du coup, un petit peu, quelles sont les nouveautés un peu que tu as pu découvrir, le parcours, comment ça s'est passé derrière tes premiers pas finalement dans le management d'équipe? Comment tu as eu ta première opportunité là-dedans et comment ça s'est passé? Bah, ma première opportunité, c'est passé comment? C'est que j'étais closer. Je close au Canada, Mhm, dans une équipe au Canada. J'ai eu des bonnes performances rapidement. Et puis, les gens ont vu en moi, selon eux, une intelligence émotionnelle au-dessus de la moyenne et du bon leadership. Ils m'ont dit, écoute, tu vas passer sales manager, ensuite head of sales, etc. J'ai dit, OK. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. ok. Sur le terrain. D'abord en Ça. tant que closer, directement sur le terrain. Et puis après, les gens ont vu peut-être d'autres qualités sur lesquelles ils pouvaient en Mm. bénéficier. Et voilà, quoi. Comment ça s'est passé? Comment tu as géré un petit peu la... Tu avais une équipe à ce moment-là déjà? Quand tu es passé, quand on t'a demandé d'être sales manager? Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu la transition avec cette équipe déjà, qui eux-mêmes te voient passer sales manager, pardon? Est-ce que ça s'est finalement plutôt bien passé? Est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation au final? C'est très bien passé, non? Il y a eu zéro accro, c'est très bien passé. Ça a été bien vu par les gens. Mhm, Peut-être que j'ai pu. Peut-être, hein, je sais pas, hein, après, en, peut-être en toute humilité, ils ont pu voir déjà un leader en moi. mhm, Et du coup, quand officiellement, bah, j'ai reçu entre guillemets, le badge officiel, quoi. Parce qu'on peut avoir le badge et ne pas être un vrai leader au final. mhm. Ils se sont dit, OK, c'est la suite logique. Et non, c'est très bien passé, ouais. Quand tu parles justement de leadership, pour, de toute façon, quand on étudie l'étymologie des mots, pour beaucoup de personnes, ils ont une définition différente. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi réellement un leader? Et justement, derrière, c'est quoi l'identité d'un vrai leader? Comment il agit? Quels sont ce qu'il fait au quotidien? Quel est son comportement au final? En fait, il y a énormément de définitions de leadership. Hmm. Il y a plusieurs leaderships. Il y en a plein, plein. On ne va pas tous les citer ici. Mais pour faire simple, pour faire très simple, un leader, c'est euh, le leadership plutôt. Le leadership, c'est la faculté à influencer une personne à faire une chose. Si on doit retenir une définition simple, vraiment, je ne sais pas si on peut dire caricaturale, mais vraiment la plus simple, c'est le leadership, c'est la capacité à influencer une personne à faire une chose, tout Hmm. simplement. Ok. Et justement, si tu avais aujourd'hui, est-ce que tu penses déjà que tout le monde aujourd'hui peut avoir un certain leadership? Il y a des leaderships naturels et il y a des leaderships qui se développent. Ça se développe. Mais il y en a qui ont cette faculté à l'avoir de manière naturelle. Mais il y a des personnes qui n'en ont pas forcément, mais ça se développe. Oui, ça se développe, le leadership, bien sûr. Ok. Parce qu'on est sur des compétences interpersonnelles, vraiment. Sur des compétences liées à l'identité, sur des compétences liées à l'humain, forcément. Parce qu'on ne peut pas parler de leadership si on ne parle pas d'humain. C'est étroitement lié. Hmm. Et donc voilà, quoi. Et du coup, selon toi, justement, quels sont les points à développer par rapport à ça, sur le leadership, si tu devais justement un petit peu aujourd'hui donner à des personnes les clés pour avoir justement plus de leadership, travailler ce leadership en eux, ce serait quoi? Déjà, pour moi, une chose très importante en termes de leadership, ça serait la faculté à se mettre euh, dans le corps de chaque personne Mhm, qu'il manage. Ou même si c'est une personne managée, je peux avoir deux, trois potes, juste le fait de me mettre à leur place et de les comprendre, d'accord, pour pouvoir ajuster leurs besoins et que ces besoins aussi ne soient pas forcément au détriment des miens. Le but, il faut que ce soit du win-win, attention, d'accord? Parce que quelqu'un qui donne tout pour les autres et qui, pour eux-mêmes, se sacrifie, il y a un problème d'estime de soi là-dessus. C'est pas le but. Et ben, ça, c'est une première compétence en leadership pour moi qu'on peut développer assez facilement, d'accord? Parce que c'est quelque chose qu'on vit ça au quotidien. Donc, c'est se mettre à la personne, c'est comment les aider à obtenir leurs besoins. C'est aussi comment aujourd'hui je peux donner l'exemple. On parle beaucoup de lead by example, mhm, d'accord? Quand tu donnes un conseil à une personne, fais ci, fais ça, mais est-ce que la personne est congruente avec ce qu'elle dit? mhm, Et surtout, il y a une question d'intégrité aussi. Je dis ce que je fais. Ça, c'est très important parce que le jour où tu ne dis pas ce que tu fais, bah, tu perds en crédibilité. mhm, D'accord? Donc, c'est important, c'est l'intégrité. mhm. Empathie, intégrité. euh, et voilà, quoi. Ok. Et justement, aujourd'hui, si tu devais te mettre à la place d'une personne pour qui nous regarde, aujourd'hui, on aide beaucoup les jeunes, justement, après 15-16 ans, jusque justement la vingtaine, qui veulent aujourd'hui atteindre leurs objectifs, se lancer, lancer leur propre projet. Si tu devais même revenir à toi aujourd'hui, quand tu avais cet âge-là, qu'est-ce que justement tu te dirais et qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui?
Ce qui m'a manqué, comme on dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ce qui m'a manqué, selon moi, aujourd'hui, et encore une fois, je peux avoir tort comme raison, mais selon moi, selon mon prisme, ce qui m'a manqué, c'est que l'entrepreneuriat ne soit pas venu plus tôt entre mes mains ou à ma portée. Parce que si j'ai ce niveau de conscience-là, avec 10, voire 15 ans de moins, genre peut-être j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, je peux te garantir que je fais des dégâts. Et pour les jeunes qui m'entendent actuellement, et encore une fois, moi je balance l'information, ce sera à eux de la recevoir comme ils l'entendent et comme ils veulent surtout. C'est qu'aujourd'hui, s'ils veulent devenir entrepreneur, vraiment, il y a vraiment un vivier et il y a une abondance d'opportunités pour se lancer. Et le seul moyen aussi de devoir développer un projet, parce que quand tu parles de développer un projet, c'est de l'entrepreneuriat, on est d'accord, c'est de tenter des choses que 97% de la population ou des jeunes ne font pas. C'est là où les gens ne vont pas qu'il faut y aller en fait, au final. Il faut le sens inverse. Est-ce que justement, et puis on pourra finir là-dessus, avant l'entrepreneuriat, du coup, tu dis que tu aurais aimé qu'ils viennent plus tôt, mais est-ce qu'avant qu'ils viennent, il y a eu des opportunités où tu aurais aimé, que tu aurais voulu faire, mais au final, tu n'as pas fait à ce moment-là? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je pense qu'une affaire de digital comme ça m'aurait intéressé, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est grâce au digital que l'entrepreneuriat s'est un peu démocratisé. Quand je dis démocratisé, c'est à la portée de tout le monde au courant des entrepreneurs. Et moi, à une époque beaucoup plus lointaine, il n'y avait pas encore vraiment le digital bien prononcé comme ça. Donc du coup, j'avais pas eu l'opportunité de parler d'entrepreneuriat, etc. Et c'est ça qui a fait défaut. Et c'est OK, hein, ça fait partie de chacun son temps. Demain, il y aura de plus en plus d'entrepreneurs parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est plus à la portée de tout le monde. On en parle partout. On a parlé d'infobésité. Bah, l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, et dedans aussi. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes de 16 ans, de 17 ans, ils savent ce que c'est l'entrepreneuriat, même s'ils ne sont pas lancés, ils savent ce que c'est. Donc l'éducation a commencé à prendre chez eux avant de se lancer. D'accord. Donc c'est ça la force. Et c'est une grâce, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Tout dépend derrière de après ce que tu en fais au final de la formation. Au moins la connaissance elle a été apportée. Ouais, après c'est sûr. Voilà. Exactement. C'est clair. Donc il y a aussi ce concept de responsabilité qui revient à chaque fois. Clairement. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour cet échange, Jean-Philippe. J'espère que ça a pu en aider plus d'un. Si justement tu devais avoir un mot de la fin aujourd'hui, même ce qu'on peut te souhaiter, ce que tu aimerais également partager à notre audience, qu'est-ce que ce serait justement? En fait, un truc simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez vivre vos rêves ou rêver votre vie? Donc et dans les deux cas, vous aurez raison. En fait, tout est question de perception. Encore une fois, je le dis. Personne n'a raison, personne n'a tort. Aussi, plutôt, tout le monde a raison et tout le monde a tort au final. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et c'est ça le plus important. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y en a un qui sera mieux en fonction de ce que vous voulez être. Et un qui sera moins bien en fonction de ce que vous voulez être aussi ou pas être. Peu importe. Donc voilà, c'était mon dernier mot de la fin. Magnifique. Bah, écoute, on en revient au principe de l'intelligence émotionnelle, au final, l'estime de soi, la connaissance de soi, quelles sont les émotions. Et du coup, par rapport à ça, un petit peu, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, que les personnes aillent justement voir qui est Jean-Philippe, qui est JP? Pour les personnes qui veulent rentrer dans ma sphère intimiste, hein. Non, pas de souci, c'est sur Instagram, Jean-Philippe Ablo. Donc Jean-Philippe Ablo, ABLO, tout simplement sur Instagram. Voilà. Bah, écoute, magnifique, ce sera en description. En tout cas, c'était un plaisir, Jean-Philippe. Et puis, je te souhaite encore une bonne continuation. À la plus.